Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans votre podcast intime et politique. Les filles d'Olympe, c'est une contribution pour des femmes fortes dans l'espace public, mais c'est aussi une filiation symbolique avec Olympe de Gouges, la première féministe moderne, qui payera d'ailleurs de sa vie son engagement politique. Épisode après épisode, ici, on construit cet héritage ensemble, à travers des réflexions, à travers des rencontres et des partages, mais aussi à travers des outils pour affûter votre discours, assumer votre place, incarner vos valeurs, étendre votre influence ou décupler votre impact. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, parce que nos impossibles sont des passages, des portes que nous n'avons pas encore ouvertes et qui méritent pourtant tellement de l'être. Ensemble, nous les ouvrirons, que dis-je, nous les défoncerons, avec toutes les tactiques dont nous savons faire preuve. Et pour cette saison 3, je vous propose des contre-feux. Contre-feux aux discours de plus en plus dominants, aux mots interdits, aux mots sacrilèges. Chaque épisode sera donc l'occasion de rallumer les braises sur un de ces mots bannis, parce que les mots qu'on nous enlève sont souvent ceux qui dérangent, qui portent lutte, qui portent mémoire. Parce que nos récits de vie façonnent notre regard sur le monde, parce que nos doutes sont souvent des histoires qu'on nous a racontées, parce que revisiter l'histoire, c'est se donner le droit d'écrire la suite autrement. Alors, je vous emmène, c'est parti. Allons ensemble allumer le feu. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une femme assez exceptionnelle. J'ai nommé Sylvia Steidle. Sylvia Steidle, elle était politicienne pendant très longtemps. Elle a travaillé même une bonne partie de sa vie dans ce domaine-là. Et puis aujourd'hui, elle a tout plaqué. Et elle est partie s'installer en Bourgogne, endroit dans lequel elle développe un centre d'art, de rencontres, d'artistes, mais aussi de créativité, qui propose des stages durant toute la belle saison, et bientôt bien plus que ça. Mais je crois que le mieux, c'est de faire connaissance avec elle et de découvrir son histoire, de découvrir ce qui l'a menée à changer de vie de cette façon-là et à décider que cette nouvelle étape dans son existence allait prendre la forme non plus de la politique au sens strict du terme, mais de la créativité. Et vous verrez qu'au fond, ces deux domaines qui ont l'air tellement éloignés sont en fait extrêmement proches. Bonjour Sylvia Steidle. Bonjour Florence. Donc on se retrouve ici dans un lieu magnifique, construit en 1886, on est au milieu de la Bourgogne, mais on ne va pas commencer par cet épisode-là, c'est ce que vous allez nous raconter dans cet échange. Mais j'ai envie qu'on remonte un peu le temps et qu'on se retrouve ce 27 novembre 2022, le jour où le peuple biennois refuse le budget, suivi le 5 décembre de la même année, donc toujours 2022, de votre démission de directrice des finances. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? C'est vrai que le peuple qui refuse un budget, c'est un moment dur pour une directrice des finances, mais j'en avais vécu d'autres. J'avais déjà eu 2 refus de budget, notamment lors d'augmentation d'impôts. En général, le peuple n'est pas prêt à une augmentation d'impôts. Là, il y avait une situation difficile à Bienne avec des grandes dettes qui s'accumulaient et puis besoin d'assainissement et le Parlement qui était devenu un petit peu difficile par rapport à cette situation biennoise. D'un côté, une gauche qui ne voulait pas faire d'économie, d'autre part la droite qui voulait plus d'augmentation d'impôts. Donc on s'est trouvé un petit peu dans une situation difficile politiquement, je dirais, mais qui était gérable en temps normal, qui ne l'était plus pour moi. Ça ne l'était plus pour vous, d'autant plus que vous avez donné des arguments au moment où vous avez annoncé votre démission, en disant que vous étiez une politicienne et que vous n'étiez pas une gestionnaire, et que vous étiez quand même à demi-mot en train de critiquer assez clairement la politique menée par l'exécutif de la ville de Bienne. Oui, il y avait eu un certain, ras-le-bol, ça faisait 14 ans que je faisais ça, et puis à ce moment-là, j'ai eu l'impression de ne pas avancer. On avait beaucoup de
un fonctionnement qui était devenu à mon goût un petit peu trop protocolaire. Alors le protocole c'est bien, c'est important, mais il me semblait que je faisais des rapports, des contre-rapports, des sur-rapports, on ne dit pas comme ça bien évidemment, mais en tout cas c'était surnormé pour moi, et puis je trouvais qu'on n'avait pas assez de discussion politique. C'était personnel, hein, c'était un ressenti, je critiquais pas mes collègues, mais c'est un fonctionnement qui, depuis le départ de mes anciens collègues, Barbara Schwickert et Cédric Nemitz, s'était un peu instauré un fonctionnement qui, moi, à ce moment-là, ne me convenait plus. Peut-être qu'à 40 ans, j'aurais pris, en tout cas quand j'ai commencé de faire de la politique à Bienne avec Hans Stöckli, qui était un fonctionnement totalement différent, j'aurais peut-être été plus à même de m'adapter, mais là, à ce moment-là, j'avais déjà fait 2 législatures complètes. La 3e, c'était un trop. Alors, donc vous annoncez votre démission le 5 décembre. Comment on se sent le 6 décembre au matin après une telle annonce ? Je vous dirais même comment on se sent le jour où on décide de l'annoncer. Je m'étais levée le matin et mon mari m'a demandé comment ça va. Comme ça, normalement, j'ai dit pas bien, mais je sais ce qu'il faut que je fasse pour me sentir mieux. Et il m'a dit fais-le. Et donc j'ai écrit ma démission. J'avais vraiment envie de mettre les choses à plat. C'est pas fait sur un coup de tête, mais c'était un aboutissement. Et puis on se sent le jour même finalement un petit peu en respect par rapport à toutes les personnes qu'on va devoir informer de la démission. Donc le jour même, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les journalistes, évidemment, d'abord les collègues, ensuite les journalistes, les partis politiques, les associations, enfin il y a beaucoup de travail. Et le lendemain, j'étais sûre de moi, j'étais tranquillisée, et je me suis dit, voilà, je l'ai fait, et il n'y a plus de retour en arrière. Vous aviez aussi passé par une période de congé maladie avant de prendre cette décision, donc vous le dites, ce n'était pas une décision prise à la légère, elle n'a pas été dictée uniquement par le vote du 27 novembre. Non, j'étais fatiguée du Covid. C'est une période qui m'a énormément contrariée, le fait de ne pas pouvoir sortir de Suisse. Je suis quelqu'un qui aime justement d'autres horizons, qui a beaucoup voyagé et qui continue de voyager. Et puis tout à coup, je me suis rendu compte que cette Suisse était très petite. En plus, comme j'avais une fille en âge scolaire, j'étais la seule conseillère municipale à avoir un enfant en âge de scolarité. Eh bien, je devais gérer ma direction depuis la maison et en plus ma fille qui avait été renvoyée de l'école pour faire l'école à la maison, oui. Et c'est une période qui m'a énormément fatiguée. Après coup, sur le moment, je ne me rendais pas vraiment compte, mais après coup, j'ai analysé tout ça, puis je me suis dit, c'est vrai que toutes ces attentes, tout ça m'a rendue fatiguée. Et j'ai toujours dit, je partirai avant d'être aigrie. C'est-à-dire, je ne resterai pas au pouvoir, c'est-à-dire, je n'exercerai pas une fonction en ayant ce ressentiment d'être aigri ou fatigué par rapport aux questions. Il faut savoir que les parlementaires changent énormément. À Bienne, un parlement, au bout de quelques mois, il y a déjà une grande proportion de personnes qui sont reparties et on répète, on a toujours les mêmes questions, toujours les mêmes questions au niveau du budget, au niveau des finances, et on répond, et je peux comprendre qu'à un moment donné, les politiciens, tout simplement, ils l'ont dit 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils sont fatigués. D'un autre côté, ceux qui sont de l'autre côté ont droit à leurs réponses, ils ont droit de poser des questions, donc tout simplement, ça fonctionnait plus pour moi. Alors justement, on se retrouve donc ce fameux 6 décembre, le lendemain, ou le 7, le 8, le 9, enfin tous les jours qui ont suivi. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Quelles sont les idées que vous avez sur la suite à donner à votre vie, à votre parcours, à vos projets ? Je dois être vraiment honnête avec vous, on n'a pas d'idée. Et puis c'est bien qu'on n'ait pas d'idée, parce que j'ai pas quitté la fonction publique en plein milieu d'une législature en me disant voilà, je veux faire autre chose. Pour moi, c'était vraiment cette écoute de moi-même qui devait se passer, et c'est une période extrêmement difficile, je vous le cacherai pas, parce que on est dans l'action jusqu'au 6 décembre, même jusqu'au 31 décembre. Je suis restée jusqu'au bout
de l'année. J'ai donné ma direction, j'ai transmis ma direction, j'ai regardé à ma succession. Donc c'est effectivement quelqu'un du Parti radical, Natacha Pittet, qui m'a remplacée, puisque les radicaux avaient ce poste par vote proportionnel. Et donc j'ai regardé à ma succession la transmission de ma direction à mon collègue Bert Feurer de l'UDC qui voulait le reprendre. Et on est toujours dans l'action jusqu'au 31 décembre, et puis le 1er janvier, on n'a pas d'idée fixe sur ce qui va se passer. Et honnêtement, il y a une crainte, il y a tout d'un coup un contre-coup qui est là, et les gens autour de vous, vos amis, vous disent « Ah, mais laisse venir, c'est une période formidable que tu vas vivre », et on veut bien l'y croire, mais finalement, on passe de 1000% à quelque part 0%, et c'est une période qu'il faut aussi accepter comme ça, et c'est une période qu'il faut laisser. Mais sur le moment, c'est extrêmement difficile parce qu'on sait qu'il y a un tunnel et qu'on va le traverser, mais on ne sait pas combien de temps il va durer, comment on va se retrouver. Très vite, j'ai été sollicitée par un office fédéral pour reprendre un poste, et puis j'ai réfléchi, et puis je venais de la Confédération, j'ai toujours dit je retournerai à la Confédération, mais j'aurais pas pu. Honnêtement, physiquement, moralement, j'aurais pas pu sauter tout de suite dans un autre job que j'ai pas choisi, que j'ai pas réfléchi. À 52 ans, on a besoin de trouver quelque chose qui fait du sens. Et j'en avais pas à ce moment-là. J'avais besoin de sens, de faire quelque chose ces 15 prochaines années qui a du sens pour moi. Et je ne savais pas ce qu'il en faisait, donc j'ai bourlingué, j'ai beaucoup travaillé dans des associations bénévolement. Je voulais rendre un petit peu ce que les Biennois, les Biennoises m'avaient donné. Donc je suis allée aider à débarrasser des associations, à laver et à ranger des locaux. Enfin, j'avais vraiment besoin de me rendre utile et puis de me sentir faire quelque chose d'utile. Alors certains me disaient, Madame la conseillère municipale, ex-conseillère municipale, ne venez pas. Puis moi je disais, prenez-moi s'il vous plaît, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire quelque chose que je vois d'utilité publique. En fait, ce que vous dites, c'est qu'au fond, d'accord, vous étiez une politique, mais vous étiez surtout un être humain, et qu'on laisse peu de place, au fond, à cet aspect-là de soi, quand on a une fonction exécutive comme la vôtre. Et il y a un temps, comme n'importe quel être humain, vous avez besoin de digérer ce qui se passe et puis d'en tirer du sens, quoi. Oui, je me suis pas laissé le droit d'être un être humain, et puis on m'a pas non plus laissé l'être. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, et moi je suis quelqu'un de très feeling, je suis quelqu'un qui de ma nature, qui aime les contacts, qui aime entendre, qui aime aussi participer justement à une élaboration commune d'idées, et je suis très ouverte et enthousiaste. Certains me l'ont reproché en me disant tu es trop enthousiaste, tu dois être une directrice des finances, tu dois être sévère, tu dois. Et ce tu dois est difficile à porter si on ne l'est pas de nature. On sent bien qu'il y a une attente des électeurs, des collègues, de la direction également, mais et puis qu'il y a certaines responsabilités qu'on porte, mais de dire non systématiquement, par exemple, à des projets culturels, pour moi, c'était pas dans ma nature, parce que je voyais aussi ça comme des investissements. Dans des investissements, il n'y a pas qu'un investissement dans un immeuble, il y a aussi des investissements dans l'être humain, et il y avait des projets culturels que j'avais envie de porter, et on me disait, mais non, tu es la directrice des finances, tu dois toujours dire non. Et pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment en porte-à-faux avec mes convictions personnelles. Des fois, j'ai mis ce côté personnel, mon ressenti, je l'ai mis de côté parce que on attendait. Alors, c'est qui le on ? Ça peut être le parti politique, ça peut être les collaborateurs, les collaboratrices, ça peut être les collègues, ou bien tout simplement des gens qu'on rencontre dans des associations et qui vous collent une image qui n'est pas foncièrement la vôtre. Donc, vous vous retrouvez à faire du nettoyage, à faire du débarras, à débarrasser et nettoyer aussi tout ce qui s'était passé pour vous, comme pour faire le tri quelque part ? Absolument. Aussi un tri personnel, parce qu'à
à force de faire, ça fait du bien, on voit ce qu'on fait et donc automatiquement on avance. Moi j'étais très vite aussi, je me suis laissée aller avec les artistes de rue parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et que j'avais envie finalement. J'avais en cherchant des locaux par exemple pour la coupole, je les avais placés dans des provisoires, l'ancien X-Projet étant donné que je gérais aussi les immeubles de la ville de Bienne, ensuite à l'ancienne Poste, tout ça c'est des contacts que j'avais eus et j'ai beaucoup apprécié les gens avec qui j'ai été et automatiquement je me suis rapprochée de nouveau. J'avais plus ma fonction, ils n'avaient pas non plus la crainte ou le respect de la municipale. Automatiquement les gens vous disent pourquoi elle est là. Est-ce que c'est pour trouver des électeurs? Pourquoi elle est là? Donc on me collait aussi parfois, on me prêtait des intentions qui n'étaient pas les miennes. C'est pas parce que on est radical qu'on n'aime pas la culture. C'est pas parce qu'on est conseiller municipal qu'on cherche automatiquement dans tout ce qu'on fait une retombée électorale. Donc quelque part j'étais affranchie de ces idées ou bien préconçues. Et automatiquement, j'ai pu finalement me lâcher et venir comme être humain, comme personne intéressée. Et j'ai recontacté beaucoup d'artistes de rue qui m'ont montré ce qu'ils faisaient. Je suis allée voir des ateliers. Et j'ai monté très très vite un parcours à Bienne sur le street art parce que je trouvais que c'était une ville qui s'y prêtait, qui avait une très grande richesse au niveau du street art. Et puis ça se fait à Milan, ça se fait à Rome. Donc je me suis dit pourquoi pas à Bienne, un parcours totalement gratuit pour que les gens puissent se promener et découvrir des fresques dans l'espace public. Quand même, il y a eu les élections fédérales de 2023, où là, vous avez été candidate au national. Mais c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressée, qui m'avait toujours interpellée. J'ai travaillé pour un conseil fédéral, j'étais porte-parole d'un conseil fédéral. La politique fédérale m'a toujours intéressée, je l'ai laissée en arrivant à Bienne, et c'était quelque part une envie de dire pourquoi pas encore toucher à ça. Et puis au fur et à mesure de la campagne, j'ai beaucoup voyagé dans le canton de Berne et j'ai adoré rencontrer. Je me suis sentie un petit peu à l'étroit à Bienne, dans ma commune, avec les communes avoisinantes, bien sûr, avec qui on a énormément de contacts, avec les villes suisses, avec qui j'avais énormément de contacts. Mais il me manquait ces thèmes nationaux, je dirais peut-être plus larges que ceux liés aux finances. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Et puis en voyageant, j'ai fait des rencontres sensationnelles. Mais l'envie vraiment d'être une représentante au Palais fédéral n'a pas émergé de manière aussi évidente que je l'aurais attendu. J'étais plus dans des foires, j'ai rencontré des gens, puis ces contacts m'ont fait énormément de bien, mais c'était pas une grosse déception de pas être élue, parce que je me disais je l'ai fait, mais au final c'était peut-être pas la finalité. De faire le chemin était plus important que finalement l'élection en elle-même. Oui, et puis pendant cette élection, il y a aussi un autre chemin qui se faisait, qui était ce chemin de comme vous réapproprier celle que vous étiez, réfléchir à des nouvelles voies ou de nouvelles envies. Puis ça nous amène un peu dans ce salon dans lequel nous sommes là maintenant, hein. Ce salon magnifique que vous allez peut-être nous décrire, puis nous raconter au fond qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve ici le 18 avril 2025, après plus de 2 ans, hein, plus de 2 ans après les événements dont nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il n'y a pas de hasard, on va au gré de la Saône qui coule devant l'endroit où nous sommes, on voit la Saône derrière nous. Finalement, les choses se passent et il y a une sagesse qui s'acquiert comme cette rivière qui passe et le temps passe et on mûrit finalement, on commence à avoir des idées plus claires au fur et à mesure. Ça prend du temps, on est en 2025 et ce dont on a parlé maintenant, c'est effectivement 2022, ça paraît un monde. Et on se retrouve dans un manoir qui date de 1886, qui se trouve à Fleurville, au bord de la Saône, dans un salon qui est de style victorien, avec tout de même un élément biennois, je dirais, puisque les murs comprennent ont été dessinés par un artiste biennois du
du street art. À la base, il est graffeur et puis il est peintre et il est incroyable. Hervé Thiot, qui a beaucoup travaillé aussi à la Coupole et qui travaille avec les Poutzmarie, enfin un type formidable qui est venu faire à Fleurville, ici en Bourgogne, au fin fond de la Bourgogne, qui est venu faire une fresque, et d'autres amis que vous trouverez tout au travers des pièces. Il y a Seyo, bien sûr, il y a Tarquin, enfin tous des gens qui me sont chers et qui sont venus intervenir à un moment donné sur ce manoir bourguignon, et on amène un petit peu de culture biennoise. Il y a aussi des images de la Coupole, des affiches des assemblées générales de la Coupole qui se retrouvent un peu partout dans cet espace qui s'étend quand même sur 2 hectares et demi et qui est fait de plusieurs bâtiments, une ancienne distillerie avec un manoir et des halles qui ont été aménagées. Alors, comment avez-vous été mise sur la piste de cet endroit ? Vous parliez de 2022, effectivement, en 2022, j'étais très fatiguée et j'avais pas vraiment envie de partir en vacances à l'été. Et ma mère, en début d'automne, m'a dit viens te ressourcer, je connais un endroit. Et comme à chaque fois, enfin pour moi c'est comme ça, ma maman, quand elle me dit quelque chose, je lui dis écoute, fais ce que tu as à faire. C'est pas parce que tu trouves un endroit sympathique que je dois foncièrement te suivre et que tu dois foncièrement nous y traîner. Et elle a beaucoup insisté parce qu'elle connaissait cet endroit et elle m'y a amenée. Et j'avais pas vraiment envie de parler avec des gens, j'avais pas envie de me présenter comme la directrice des finances de la ville de Bienne, j'avais juste envie d'être moi-même, d'être juste Sylvia, incognito, de pas parler aux gens. Et le 3e jour, j'y ai suivi donc un atelier de gravure, et le 3e jour, j'ai eu l'impression de ressusciter, j'étais de nouveau moi-même, j'avais envie de communiquer, j'avais envie de parler aux gens, j'allais vers les gens, d'entendre leurs histoires, et puis pas foncièrement de raconter la mienne, mais j'avais envie de nouveau de communication. Je suis à la base quelqu'un de très communicateur. L'année d'après, en 23, la dame qui tenait cet endroit a dit qu'elle voulait le remettre, et j'ai dit spontanément à mon mari mais je vais le reprendre. Et il m'a dit écoute, demande-lui les conditions. Il m'a suivi, il n'était jamais venu lui, et il m'a dit demande-lui quelles sont ses conditions. J'ai téléphoné, c'était le jour de mon anniversaire, le 16 juillet 2023, j'ai téléphoné et j'ai dit elle m'a dit quelle surprenante initiative. J'ai dit voilà, pour moi c'est un petit peu une continuité, c'est quelque chose qui fait du sens, c'est ça que j'aimerais faire. C'est ça que vous vouliez faire et c'est ça que vous faites ? C'est ça que je fais, c'est-à-dire qu'on est ici une grande propriété avec beaucoup de chambres, il y a 26 chambres, et les gens viennent, des entreprises viennent y faire leur assemblée ou leur retraite. Il y a des ateliers pendant tout l'été qui ont commencé d'ailleurs la semaine passée, où des gens viennent faire de l'écriture, qui viennent faire des journaux créatifs, qui viennent faire de la sculpture sur bois, de la sculpture sur métal, qui viennent faire du kintsugi, des marionnettes, du clown, enfin toutes sortes d'art et d'artisanat qui sont donnés par des professeurs que je choisis, qui doivent me parler. Ça doit être des gens généreux, qui ont un savoir et qui aiment le transmettre, et des personnes qui viennent justement en immersion. C'est un lieu assez unique parce qu'il n'y en a pas tant que ça. En général, vous suivez un cours, mais vous devez regarder pour pouvoir vous loger ou bien faire à manger. Ici, c'est des grands buffets, c'est un peu un esprit familial, et les gens viennent créer, et il y en a de tout âge. Ils viennent faire quelque chose pendant une semaine, un petit peu en mode vacances, mais ils travaillent quand même, je dois avouer. Ils sont vraiment assidus, je suis toujours impressionnée. Et puis, le soir, ils vont se baigner ou bien ils vont faire du vélo, ils se ressourcent et ils repartent. Alors, avant qu'on en arrive à parler du programme de cette année, qui a débuté, vous l'avez dit, la semaine dernière et qui va se poursuivre durant toute la belle saison, on peut l'appeler comme ça, il y a quand même eu le moment où vous avez décidé de reprendre ce lieu, puis vous êtes allé jusqu'au bout de cette idée. Ce lieu qui était quand même dans une situation où il s'agissait de rénover beaucoup, il y avait beaucoup de choses à refaire, beaucoup de choses à reprendre. Donc, après avoir fait du tri à Bienne, vous êtes venu faire du tri en Bourgogne. Oui, parce que je voulais m'approprier l'endroit, et puis j'ai une certaine
attentes moi-même, hein, je suis comme ça, j'aime donner quelque chose aux autres et être sûr que j'assume ce qui est mis à disposition. Donc il y a énormément de salles de bain à refaire, énormément aussi justement d'extérieur à refaire. Il y a un terrain de pétanque que j'ai réhabilité. Il y a justement des murs qui devaient être refaits. C'était dans un état... par ici, on dit c'est dans son jus. Mais finalement, pour moi, il fallait réhabiliter, il fallait refaire toutes les literies. J'ai gardé un esprit quand même... je suis quand même dans un esprit d'économie qui reprend quand même les choses qui ont été là. Donc on rénove, on réhabilite les choses qui sont des vieux meubles. Donc on garde quand même un esprit... on ne viendrait pas à meubler avec des choses modernes, des meubles modernes. C'est quand même beaucoup de récupération qui sont retapés, rénovés. Et puis on a ici, en tout cas, beaucoup d'antiquaires, de brocantes, où je choisis les pièces et je les mets selon mon goût. Et puis vraiment, tout ce qui est un petit peu, tout ce qui est vraiment l'électricité, tout ça, ça a dû être fait, effectivement. Si on décrit un peu ce que c'est que cette distillerie, c'est quand même un ensemble de plusieurs bâtiments. C'est 2300 mètres carrés. C'est du terrain, donc autour, c'est des moutons qui broutent dans le champ d'à côté. C'est une ambiance très particulière. C'est quand même un énorme domaine qu'il a fallu entièrement reprendre, soyons clairs. Et vous y avez passé quand même plusieurs mois à vous investir totalement dans ces travaux, sans quoi il n'aurait pas été possible de donner suite à ce projet, puisque vous avez déjà ouvert des ateliers l'année dernière. Ce n'est pas la première année. Oui, je voulais absolument. Il y avait déjà des ateliers avant, j'en ai encore amené d'autres, donc une trentaine d'ateliers en tout. Il y en avait 15, donc j'ai vraiment doublé avec mes connaissances, avec mes envies et avec des matières que je voulais voir enseigner. Le dessin n'y était plus enseigné, je voulais aussi un atelier dessin par exemple. Et puis des propositions qui m'ont été faites, des gens qui m'ont dit mais on connaît quelqu'un, etc. Je suis allée voir tous les profs et en même temps j'étais là pour vraiment veiller à ce que les bâtiments soient restaurés, rénovés et je travaillais avec des artisans d'ici, tous les joints de pierre ont été refaits, les façades, les fenêtres, enfin vraiment il y a eu un gros investissement aussi personnel parce que j'ai dit à mon mari, écoute, non seulement je t'ai un petit peu, fortement motivée à reprendre cet endroit, mais en plus, maintenant, ces prochains mois, je vais devoir être là-bas pour que ça soit possible. Parce qu'on a commencé le 8 janvier 2024 et j'ouvrais effectivement les premiers ateliers le 30 juin 2024. Donc, j'avais 5 mois pour que tout soit fait. J'ai eu des entreprises sensationnelles. On vient parfois avec des a priori, enfin on m'avait dit tu verras les Français, etc. Pas du tout. Les gens ont eu du plaisir à travailler ici. Je faisais à 9h du matin un rendez-vous avec tout le monde, café, et puis on regardait ce qu'on allait faire de la journée, qui devait intervenir à quel moment. Et puis comme le domaine est énorme, il y avait toujours du travail et personne ne se marchait dessus. Et les gens ont apprécié de travailler sur un tel bâtiment parce que c'est un bâtiment qui sort un peu de l'ordinaire. On n'est pas dans une petite villa qu'ils font d'habitude. Et puis ils connaissaient aussi... les matériaux, on a gratté parfois pour voir ce qui était d'origine et puis on a essayé de refaire à l'authentique. La mairie ici est enchantée qu'on ait restauré un bâtiment assez ancien, du fin 19e. Un bâtiment historique magnifique et plus qu'un bâtiment, je disais un ensemble de bâtiments. Combien il y en a de ces bâtiments ? Alors il y a effectivement 4 halles puisque c'était une ancienne distillerie, donc la famille du côté est venue s'établir ici et on avait un port sur la Saône juste en face à quelques mètres parce qu'ils voulaient faire ici de l'eau de vie. Donc les terrains, on est en zone
inondable. Donc les vignes sont un petit peu plus haut sur la colline, le Viré-Clessé. Et ici, on ne peut pas planter de la vigne, donc c'est plutôt du foin pour les bêtes. Effectivement, il y a des moutons actuellement sur notre champ devant la distillerie. Et ils ont ici distillé le marc, l'eau-de-vie, et les bateaux partaient sur la Saône en direction de Lyon ou de Dijon, donc remontaient la Saône. Et ils ont construit donc la distillerie en tant que telle, qui est un bâtiment plutôt style industriel, où il y a aussi des chambres d'hôtes où on mange pendant les ateliers. Tout a été équipé d'une cuisine très moderne. Et puis un théâtre. Il y a un patio pour des travaux un petit peu plus sales, comme la céramique, la vannerie qui est faite. On a une très grande et très belle salle de tissage où il y a des tisserantes qui sont venues soit expérimentés, qui sont venus tisser, ou alors des personnes qui veulent découvrir le tissage. Pour moi, ça me tient très à cœur que des métiers qui peut-être se perdent, comme justement le tissage ou la vannerie, soient encore enseignés, ou alors des métiers qui redeviennent à la mode, par exemple la couture zéro déchet, parce qu'avec les habits industriels, aujourd'hui le tissu industriel, on ne tient pas vraiment compte de cette économie du tissu. Quand on a fait son tissu soi-même, on sait ce que ça a coûté finalement d'investissement, et on essaye de coudre avec l'ensemble des matériaux. Donc cette économie circulaire me tient énormément à cœur, et j'essaye de reproduire ça à petite échelle ici. Oui, vous parliez de ces ateliers aussi un peu plus spectaculaires qui nécessitent un grand espace et puis quelque chose de vaste. Vous disiez dans une conversation qu'on a eue avant cet enregistrement que l'atelier métal, par exemple, suscite une grande admiration chez vous. Oui, l'atelier métal, parce que c'est quelque chose qui fait du bruit, c'est quelque chose, donc il y a des personnes qui viennent, qui sont parfois pas de toute jeunesse, mais qui s'attellent à faire justement des soudures. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de lumière aussi, et c'est des choses qui m'impressionnent beaucoup, parce qu'il y a des personnes qui repartent avec des énormes sculptures et qui sont plus grandes qu'elles. Et pour moi, c'est un des ateliers où j'avais le plus de respect. Et donc, vous avez fait cette toute première saison l'an dernier. Cette année, ça démarre maintenant et ça va se poursuivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, jusqu'au mois de septembre. Comment vous êtes là au début de cette deuxième saison? C'est quand même déjà la deuxième. Je suis enchantée, premièrement parce qu'il y a des personnes qui sont venues l'année passée qui reviennent, donc ça veut dire que ça leur a plu, et c'est énormément de joie de savoir que ça a plu. Il y a des nouveaux qui viennent découvrir, et ça aussi c'est formidable d'avoir des personnes qui viennent pour la première fois et à qui je me réjouis de montrer cette distillerie et de les faire. C'est des rencontres, c'est énormément de rencontres, et je suis enchantée. Déjà maintenant, on a eu la cueillette sauvage la semaine passée, c'était formidable parce que moi-même j'apprends au travers. Des fois je n'ai pas le temps de suivre les ateliers, mais de temps en temps je m'immisce dans un après-midi et je me réjouis pour la saison qui vient. Alors vous avez passé de politique à quelque chose de très très différent. Comment vous définiriez le métier que vous faites aujourd'hui? C'est pas si différent que ce que je faisais avant, parce que je me suis toujours vue comme quelqu'un qui ouvrait des portes et qui permettait, qui était à l'écoute des besoins et de chercher, par exemple, je vous parlais avant de locaux pour des organisations, vendre des immeubles, en acheter, voire vraiment être à l'écoute de ce que veut le Parlement, des besoins de la population. C'est quand même un travail de médiation quand même. On ne décide pas, on a l'impression que politique, c'est diriger. Oui, c'est diriger, c'est prendre des décisions, mais c'est aussi les prendre pas pour soi. Quelqu'un qui impose, il va imposer peut-être un peu, puis il va être lâché, il va être très très seul au pouvoir à un moment donné. Donc il y a des conseillers, il faut intégrer tout ça, et j'ai toujours été dans cet esprit d'écouter et ensuite de décider. Et ici, c'est un petit peu la même chose. On écoute les besoins des gens, des envies, des personnes qui enseignent, et on les met ensemble. Donc je suis plus peut-être une facilitatrice aujourd'hui.
je regarde à ce que il y ait quelque chose qui se passe, et puis quand ça se passe, c'est formidable. Peut-être des choses les plus touchante que j'ai vécue la saison passée. C'est un monsieur qui était handicapé, qui est venu de Vincennes, qui a pris le train. Déjà pour lui, le chemin jusqu'à Fleurville était quelque chose de très très long et lourd. Il est venu faire de la vannerie. C'est pas le métier le plus facile, c'est pas l'atelier le plus facile puisque c'est très physique. Et il est reparti avec un panier un petit peu penché, mais il était heureux parce que c'est lui qui l'avait fait. Les professeurs vont jamais toucher la matière, donc vont vous expliquer comment le faire, mais ils vont pas eux-mêmes intervenir sur votre ouvrage. Et il était heureux, je l'ai accompagné à la gare de Tournu en partant, et il était tellement heureux, il avait fait quelque chose lui-même, il avait eu ce courage de sortir de chez lui, et se mettre en danger finalement, c'est après quelque chose qui moi me satisfait. Il y a d'autres personnes qui sont très développés déjà dans leur art, des gens qui ont fait les beaux-arts, qui viennent ici et qui vont juste pour se sortir de la famille, du quotidien, qui font quelque chose. Je ne dis pas que ça m'enchante de voir le degré de connaissance qu'ils ont. C'est également touchant, mais personnellement, c'est ces contacts humains qui m'ont déjà, pendant que je faisais de la politique, qui me satisfaisaient, qui me font aussi, qui me font du bien. Est-ce qu'on peut dire, au fond, que vous avez comme remodelé un peu le sens que vous donnez à vos activités, même si vous continuez de faire des choses qui ne sont pas très éloignées en termes de relations de ce que vous faisiez précédemment, mais quand même avec peut-être d'autres visées. Est-ce qu'il y a... quel sens vous donnez à l'activité que vous menez maintenant ? Qu'est-ce que vous pourriez répondre à une question comme ça ? Le sens, je suis beaucoup plus impliquée personnellement, c'est-à-dire que je tiens vraiment à ce que les personnes repartent, chacune reparte avec une satisfaction. Et au niveau de la semaine, je peux aussi leur demander aux professeurs de proposer quelque chose pour que vraiment les gens repartent, ils sont venus avec une attente et que cette attente soit satisfaite. C'est pas totalement différent dans le sens que j'avais aussi un budget. Alors le budget d'une commune, attention, c'est un demi-million, c'est pas la même chose. On a aussi le respect des impôts des gens. Ici, je tiens aussi à ce que j'ai pas de subvention, j'ai pas d'apport de la commune. Je tiens vraiment à ce que l'endroit puisse fonctionner, qu'il y ait quand même un fonds de rénovation. Donc je gère quand même un endroit qui effectivement s'étend sur 2,5 hectares. Il y a des prés, il y a des halles, c'est des vieux bâtiments, mais je tiens vraiment à ce qui fonctionne. Et là, je suis très sérieuse quand je fais ça. Bon, tout ce que je fais, c'est sérieux évidemment, mais c'est quand même une gestion en amont que je ne veux pas que les personnes qui viennent ressentent. Et là, il faut juste qu'ils aient du plaisir et qu'ils viennent trouver ce qu'ils cherchent. Et les attentes sont très différentes. Il y a des gens qui viennent qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Il y a des gens qui viennent qui sont peut-être... qui n'ont pas le courage, j'ai vu ça, qui n'ont pas le courage de dire que ce qu'ils font est bien, qui sont tout étonnés qu'on leur dise c'est bien, qui viennent avec des doutes. Il y a des personnes qui veulent de la productivité, donc qui viennent vraiment pour faire des pièces, etc. Mais tout ça, c'est finalement... en choisissant également en amont les professeurs qui peuvent gérer des choses comme ça, qu'on arrive finalement à faire tourner un endroit et que tout le monde y trouve son compte. Mais j'avoue que pendant les stages, pendant les ateliers, c'est vraiment les professeurs qui font le gros du boulot. Moi, je suis là pour faire la com, pour voir si tout le monde est content, si les gens ont bien dormi, s'ils ont bien mangé, s'il leur manque quelque chose. Quand on voit l'état du monde aujourd'hui, la manière dont les choses se passent, les sujets qui semblent devenir des sujets importants par rapport à d'autres, vous proposez des ateliers de créativité, vous donnez une chance à des artisans, vous invitez des gens à venir faire de l'artisanat. Quel sens ça prend dans le monde dans lequel nous vivons en 2025 ? J'ai remarqué moi-même, c'était une expérience personnelle, qu'en venant ici dans ce lieu en 2022 pour faire de la gravure, ça a été extrêmement important de se recentrer, de prendre
une pause, un répit et de faire quelque chose avec ses mains, de se réapproprier l'outil de travail. On travaille avec des gouges, on travaille le lino. Donc, de se réapproprier dans dans l'automatisation, les ordinateurs, de se réapproprier un savoir-faire et de ressortir avec quelque chose. On repart toujours avec quelque chose. Et de se réapproprier ce savoir-faire et ce savoir-vivre, ça a été très important. C'est quelque chose que j'aimerais ici, à toute petite échelle. Néanmoins, on accueille 200 personnes sur 2 mois et demi. Il y a 200 personnes qui passent. Finalement, c'est ma petite contribution dans ce grand monde, dans ces grands bouleversements. C'est ma petite contribution qui me fait moi-même me sentir vivante et qui me rend très, très contente de contribuer à ça. On peut peut-être parler de braise, de contre-feu, de contre-pouvoir, d'actes qui permettent de continuer, de faire vivre l'humain quelque part. C'est très joliment dit et très joliment résumé. Si on se place aujourd'hui, donc ce fameux 18 avril 2025, puis qu'on regarde 2022, comment vous jugez ce parcours en fait ? Comment vous le voyez, tout ce parcours que vous avez fait depuis ce moment où vous avez décidé de quitter la fonction que vous occupiez jusqu'à aujourd'hui ? Votre question me donne des frissons parce que de peur, que de doutes, que d'émotions finalement quand on quitte un domaine qu'on connaît. J'ai pensé quand je suis partie, quand j'ai quitté mon poste, que je ne savais faire que ça. J'en avais fait pendant 14 ans. Avant ça, j'étais au Palais fédéral. Avant ça, j'étais dans un office fédéral. Donc, une très grande partie de ma vie était orientée sur la chose politique que j'aimais profondément. Et j'avais un peu l'impression que c'était la fin du monde, vraiment. Honnêtement, j'ai eu très, très peur. Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai eu très très peur. Je ne savais pas comment me positionner. J'avais même peur de me montrer en ville, d'être interpellée et de répondre à des questions. Bienne était quasi devenue trop petite pour moi, puisque quoi que je faisais, presque, j'exagère un petit peu, mais chaque terrain, bâtiment, il y avait une histoire. Et pour moi, c'était presque une souffrance de quitter tout ça et une souffrance de ne pas savoir où je vais parce que je ne pars pas à la retraite. J'ai 52 ans, donc je ne pars pas à la retraite. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à Bienne ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire au-delà de Bienne ? Et puis petit à petit, j'ai eu des demandes d'associations, d'organisations. Est-ce que tu veux venir au comité ? Est-ce que tu veux venir dans le conseil de fondation et pour moi c'était important de me laisser le temps aussi avant de dire oui et de bien juger les engagements parce qu'on peut très vite aussi remplir son agenda avec juste pour se sentir utile, rassuré, absolument rassuré, utile et comme on ne sait pas et comme on est perdu, on ne veut pas non plus... je ne veux pas décevoir des gens, dire oui juste pour être présente. Donc, il me fallait aussi ce moment de réflexion. Mais on a très, très peur. En regardant en arrière, j'ai eu des moments extrêmement difficiles. Aujourd'hui, je peux en parler. Sur le moment, on ne se rend pas compte. Donc, on laisse venir ces moments de panique, ces moments de doute. Et puis, on a sa famille, on a ses amis qui sont là, qui sont autour et qui encouragent et qui entourent d'amour. C'est très important parce qu'on n'est pas seul, même quand on ne sait pas vraiment où on va. Quel chemin on veut prendre, mais de savoir qu'on a justement des gens qui tiennent à vous, qui sont autour, ma famille évidemment, ma fille, mon mari, mais tout le reste aussi, tout le reste de ma famille, mes frères, mes sœurs, mes parents. Les amis, c'est extrêmement important de les avoir et de savoir qu'on peut compter sur eux et qui comptent sur nous finalement, qui sont là et qui disent mais mon mari qui m'a dit mais écoute, tu as envie, fais-le. Et voilà, c'est la plus belle histoire d'amour et la meilleure confiance. Ma fille aussi m'a fait énormément plaisir parce que elle est jeune, donc elle est adolescente.
Et l'année passée, en voyant les ateliers, elle est venue à un atelier en été, et à la fin de la semaine, en voyant partir les gens, elle m'a dit « Maman, ce que tu fais, ça a du sens. » Et qu'elle me dit ça à 15 ans, qu'elle me dit « Ce que tu fais a du sens, je vois ». Et ben pour moi, ça a été un grand moment pour moi. Est-ce qu'on peut dire que cette transition de vie est une transition plutôt réussie ? Alors, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais oui, actuellement, je dois vous dire que d'être ici maintenant avec vous dans ce salon, de savoir qu'il y a des gens qui vont venir cet été, qui vont venir, qui vont se développer, qui vont avoir du plaisir. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de réussi. Ça a pris du temps, du courage, beaucoup de courage. Mais finalement, ce chemin était tellement excitant et aujourd'hui, je peux dire oui, je suis heureuse. Alors, quand on a commencé cet entretien, vous nous avez apporté des petits apéritifs que nous n'avons pas encore consommés. Je vous propose que maintenant, on puisse faire santé ensemble. Santé, c'est un crément de Bourgogne et à votre santé. Merci. Merci beaucoup, Sylvia. Et voilà, vous savez presque tout de l'histoire de Sylvia Steidle. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Le truc des étoiles, vous le connaissez. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.